Ouverture demain du sommet de Londres sous le signe du nucléaire. Déjeuner en tête-à-tête bar Chirac, le maire de Paris veut signer rapidement le pacte majoritaire. Bravade de Messrine au palais de justice, il sort de sa cravate le moulage des clés de ses menottes. Tennis, en Coupe Davis, la France bat la Pologne 2-0 grâce à Geoffrey Dominguez. L'Algérie, 21 ans après la question, d'après Henri Alleg. Bonsoir. Quand l'histoire frappe à la porte, il arrive qu'elle déçoive. Eh bien, demain à Londres, elle ne devra pas décevoir. Les dirigeants des pays industrialisés qui vont passer 3 jours ensemble ont tous préparé le rendez-vous comme s'il s'agissait d'un événement capital. Pour eux, pour leur pays, secoué par la crise économique. Jimmy Carter ne connaît pas les autres chefs d'État. Eux ne le connaissent pas non plus. Et nous subirons les conséquences de leur accord ou de leur désaccord. En tout cas, c'est peut-être un signe des temps. C'est à qui fera le plus d'économies. Valéry Giscard d'Estaing a réduit sa délégation et il couchera à l'ambassade de France. Jimmy Carter a limité le nombre de ses accompagnateurs et il a choisi un hôtel avec peu d'étoiles. Aujourd'hui, il est allé se faire acclamer à Newcastle, dans le nord-est de l'Angleterre, où il a dit à 5000 personnes enthousiastes « Salut les gars, mes ancêtres sont de par ici ». Disons-le clairement, la vedette de ce sommet économique qui va rassembler ici, au 10 Downing Street, les chefs d'État ou de gouvernement de 7 des pays industriels du monde capitaliste, la vedette sera Jimmy Carter. Il est précédé d'une bonne réputation, mais personne ne le connaît. Qui est-il? Que vaut-il? Et à travers lui, que veut cette Amérique, puissance économique la plus importante du monde et qui peut-être détient l'avenir du monde capitaliste entre ses mains? C'est en tout cas comme cela que l'entendent les Britanniques, décidément de moins intéressés par l'Europe. James Callaghan, le Premier ministre, rougissait hier de plaisir devant les compliments de Jimmy Carter à son arrivée à l'aéroport. Le président américain faisait remarquer que ce n'était pas un hasard si son premier voyage à l'étranger se faisait en Grande-Bretagne, pays qui avait apporté à l'Amérique le sens de la justice et de la démocratie. Les 7 seront reçus dans cette maison qui, depuis 250 ans, est la résidence des premiers ministres britanniques. Clement Attlee, Macmillan, Douglas Hume, Heath, Wilson, Churchill, et qui pour la première fois est ouverte aux caméras de la télévision. La salle de conférence a été entièrement rénovée pour ce rendez-vous et les Anglais ont dépensé 40 millions d'anciens francs dans cette période de restriction. Il ne manque pas de le faire remarquer. Ici, pendant 2 jours va se décider l'avenir de notre monde, son équilibre, l'harmonie entre ses partenaires. Pour cette occasion, Antenne 2 réalisera demain son journal en direct de Londres. À demain donc, rendez-vous 20h à l'heure de Big Ben. Nous serons tous exacts. La bonne entrée en matière pour les présidents Carter et Valéry Giscard d'Estaing dans leur conversation de Londres, c'est la découverte annoncée hier par l'Élysée du procédé d'enrichissement de l'uranium interdisant toute exploitation militaire. C'est d'abord une victoire politique qui permettra à la France d'être seule maîtresse de sa politique nucléaire, comme l'a dit Valéry Giscard d'Estaing ce soir dans le journal Le Monde. Elle rejoint aussi les positions de Jimmy Carter sur la non-prolifération des armes nucléaires. Et c'est aussi une victoire économique et technique. Économique, parce que le nouveau procédé est moins glouton en énergie que les autres. Technique, parce que personne, pas même les Américains, n'y croyait. L'un des pères de cette bombe pacifique, civile française, André Giraud, le patron du commissariat à l'énergie atomique, a donné des précisions devant la conférence nucléaire de Salzbourg. Nous y étions. Bien, nous attendons surtout de voir quelles sont les marques d'intérêt des différents pays européens, car il nous semble qu'il ne serait pas normal, ce n'est pas idéal que la France poursuive seule le développement de ce procédé. Nous souhaiterions le faire dans des conditions d'association, mais pour cela, nous pensons que l'industrialisation d'un nouveau procédé de cette importance est une grande responsabilité et nous préférons au préalable, avant de fixer notre politique, voir un peu quelles sont les réactions des différents pays. Depuis l'augmentation du prix du pétrole, ce sera également l'un des thèmes abordés à Londres. Certains pays producteurs, arabes en particulier, sont pris d'une sorte de boulimie. À Paris, vous le savez, ils ont acheté quelques tours de la Défense. Eh bien, à Londres, ils achètent tout, vraiment tout. Et les Anglais assistent plutôt résignés à ce nouveau principe des vases communicants. Les 7 risquent bien d'être plus dépaysés qu'ils ne le pensaient demain sur les bords de la Tamise. Londres ce printemps, fleuri, pimpant, plus peut-être que par le passé. Une impression de renouveau, de richesse, un Londres cossu, mais où il apparaît pourtant que tout est à vendre. Maisons, appartements, hôtels, magasins, et effectivement tout se vend et s'achète. Et les prix montent, vertigineusement. Mais qui achète?
L'investisseur est invisible, il n'y a pas de public, mais des banques suisses, anglaises, françaises, des consortiums internationaux, des hommes d'affaires, discrets et muets. L'argent pourtant a une odeur, celle du pétrole. Derrière les banques, il y a les Arabes, les cheikhs des Émirats, beaucoup d'argent et la volonté de posséder. Le Park Tower Hotel est vendu 5 milliards d'anciens francs. Le Dorchester, 9 milliards anciens. Le Chelsea Hotel, 6 milliards anciens, soit 24 millions la chambre. Il faudra longtemps avant de récupérer la mise. La maison de Ravitico, une des plus belles de Grande-Bretagne, a été achetée 2 milliards anciens par le roi Khaled d'Arabie Saoudite. Les histoires les plus rocambolesques, mais souvent vérifiées, se racontent dans les salons. Un Anglais qui voulait vendre sa maison s'en est vu proposer 4 fois le prix, 6 Arabes s'en disputaient l'achat. Un cheikh dans un magasin a acheté 100 paires de chaussures pour sa femme et sa sœur et payé comptant. Il n'est pas un Londonien qui ne souhaite aujourd'hui vendre sa maison à un Arabe. Pourquoi? D'abord parce que les Arabes la veulent tout de suite, qu'ils payent souvent plus cher et parfois le double, et toujours cash. Aujourd'hui, tous les magasins, les hôtels, les sociétés d'assurance, agences immobilières font des annonces en arabe. La preuve, regardez. Taxi. Un autre exemple, ce guide en arabe de Londres pour les 400 000 touristes du Moyen-Orient que l'on attend cet été. Il en existe d'autres en anglais, l'Arabie et le Golfe, ou ce fascicule qui indique les heures de prière de la mosquée de Londres. Mais la question est de savoir comment les Anglais acceptent ce phénomène arabe. Qu'est-ce que vous pensez de cette véritable invasion par les Arabes? Personnellement, pour mon travail, c'est très bon. Je n'ai pas du tout à me plaindre de cette situation. Je ne sais pas ce qui arrivera dans le futur pour l'économie, en particulier sur l'inflation. Mais là où il y a de l'argent, moi je travaille. Alors Londres s'est mis à la mode orientale. Les grands hôtels ont des salles de jeu particulières, les magasins des interprètes. L'Office du tourisme britannique vient de créer un service d'accueil pour les visiteurs du Golfe. Oxford Street, la rue la plus commerçante de Londres, a des odeurs de shish kebab. Le cœur de la capitale britannique passe progressivement aux mains des princes musulmans. Et l'on s'attend que cette année, les 450 000 visiteurs arabes dépensent dans les salles de jeu, les hôtels et les magasins près de 2 milliards de nouveaux francs. Aujourd'hui, une quinzaine de quotidiens en langue arabe sont vendus dans les rues de Londres, certains fabriqués en Angleterre. L'augmentation du prix du pétrole après la guerre d'octobre avait donné aux Arabes la puissance financière. La destruction de Beyrouth, capitale des plaisirs, les a conduits à venir dépenser à Londres l'argent qu'ils ne peuvent dépenser dans leur pays aux habitudes austères. On s'interroge seulement sur les raisons qui leur font proposer 2 fois le prix de vente. Ils le font parce qu'ils veulent occuper leur maison vite. Le temps, c'est de l'argent. Ils sont impatients, pressés d'avoir. Et puis l'argent, pour beaucoup d'Arabes, n'a pas la même valeur que pour un Européen. De toute façon, même s'ils paient 2 fois le prix, c'est moins cher pour eux d'acheter une propriété en Angleterre qu'au Koweït ou à Abu Dhabi. Ils achètent des propriétés parce que les Arabes veulent des choses concrètes. Ils veulent posséder quelque chose, le toucher, le montrer. Ceci est ma maison, ceci est mon hôtel. La question c'est pourquoi les Arabes du Golfe viennent-ils à Londres plutôt qu'à Paris ou Rome? Parce qu'autour du Golfe, ancienne colonie britannique, on est sensibilisé à la langue anglaise. Parce que les affaires du pétrole et le commerce international se font en anglais. Parce que le déclin de l'économie britannique et la chute de la livre permettent d'acheter. Sans nous, disent les Arabes, la Grande-Bretagne s'effondrerait. Seulement, le problème est qu'une part de plus en plus importante de l'industrie et des grandes sociétés britanniques est entre les mains des Arabes. Le Koweït, à lui tout seul, possède de 5 à 10% des plus prestigieuses banques et sociétés anglaises ou écossaises. Et les Britanniques se demandent aujourd'hui si leur avenir économique n'est pas entre les mains d'Allah. Et comme chacun sait, Allah est grand. Monsieur Mesrine a fait aujourd'hui des siennes
pour soigner son image de marque devant les jurés et devant vous, les journalistes, Paul Lefebvre? Oui, mais c'est assez troublant tout de même. Pour revenir un peu à ce qui s'est passé hier soir, Mesrine, depuis le début de son procès, a réussi à faire enregistrer un certain nombre de commentaires de radio, et en particulier ceux de l'excellent Frédéric Potcher. Et quand il est rentré hier soir à la Santé, il a appris que son collègue, le co-détenu, avait été envoyé au mitard, c'est-à-dire à la prison de la prison. Alors, Mesrine s'est mis dans une rogne noire, et il a menacé de tout casser si on ne lui rendait pas son détenu, et surtout l'enregistrement de Potcher. Alors évidemment on a dit non, et il a mis le feu à sa cellule avec du vernis et des papiers, on l'a laissé s'enfumer pendant quelques temps, puis enfin, tout le monde est venu et ça s'est plus ou moins calmé. Ce matin il ne voulait pas venir à l'audience, finalement il est venu, mais il est venu et là il a causé une sorte de scandale pour prouver aux jurés et à la cour que tout était à vendre, en particulier dans les prisons. Il a défait son nœud de cravate et il a sorti 2 moulages de clés de menottes, c'est-à-dire... Comme ça. Tiens, À peu près. oui, c'est à peu près ça. Des moulages, hein, c'était pas les clés. Des moulages, et il a dit je les ai achetés 4000 francs, et il les a lancés aux journalistes en leur disant tenez, vous pouvez vérifier. C'est tout de même étonnant qu'il ait les clés des menottes. Oui, non, il n'a pas les clés, parce que s'il avait les clés, je pense qu'il ne serait pas là. Alors évidemment, l'avocat général a été obligé de faire une enquête. Le procès continue tout doucement. Le comité supérieur de l'emploi s'est plutôt bien placé et passé aujourd'hui au ministère du Travail. Il réunit au ministère du Travail, chez M. Belac, les partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats et le patronat. Je crois qu'une fois retombée la fièvre politique, la discussion a pu s'engager et probablement progresser autour des mesures concrètes qui avaient été prévues dans le plan de Raymond Barre. Il y a eu, semble-t-il, aujourd'hui une certaine ouverture. Combien d'emplois, M. Belac, seront-ils peut-être dégagés d'ici à la fin du mois de décembre, si vous pouvez nous le dire? Vous savez, le nombre d'emplois dégagés dépendra du résultat de certaines négociations entre les partenaires sociaux. Et par conséquent, je ne peux pas m'avancer. Ce que je peux vous dire, c'est que M. Sérac a prononcé le chiffre de 300 à 500 000. Et vous donnez une bénédiction. Je lui en laisse le mérite et je pense que si nous arrivions à un tel chiffre, vraiment, la France verrait son problème de chômage en train de se résoudre. Mais on en est au moment des prières encore, ou des souhaits. On n'en est pas au moment des prières ou des souhaits. En fait, nous avons une loi qui va être présentée au prochain Conseil des ministres, que je présenterai au prochain Conseil des ministres et qui sera adoptée à l'Assemblée nationale et au Sénat avant la fin de la présente session. Une négociation, et un des résultats d'aujourd'hui, c'est que cette négociation va s'engager. Je peux vous annoncer qu'elle s'engagera probablement dans une dizaine de jours. On a parlé du 17 mai. Troisièmement, la mise en place immédiatement de tout un ensemble opérationnel, et plus particulièrement en province, puisque c'est par la décentralisation et au niveau du département que nous aurons la plus grande efficacité. Vous voulez dire que ça ne traînera pas? Ah non. Bon, sur les pré-retraites, par exemple, ça touche combien de travailleurs? 4 à 500 000 travailleurs de moins de 60 ans. Et là-dessus, nous serons amenés à attendre la fin de la négociation entre partenaires sociaux pour savoir quel sera l'important. Mais ça touchera combien de travailleurs? 50, 100 000? Peut-être 50 000. Est-ce que ça ne veut pas dire que vous êtes en train en ce moment de retrouver la revendication des syndicats de la retraite à 60 ans, M. Belac? Non, c'est tout à fait différent, car si on voulait la retraite à 60 ans, il faudrait d'abord se rappeler que le nombre d'inactifs deviendrait très lourd pour l'économie française et pour les actifs, c'est-à-dire chacun d'entre nous. D'autre part, nous avons une démographie qui devient inquiétante. Et enfin, ça n'aurait d'influence sur l'emploi que si nous obligions tout retraité à décider, non pas par lui-même, mais par obligation, de ne pas reprendre notre emploi. Sommes-nous prêts à cette décision? Et pour les jeunes, il est en tout cas temps, tout le monde le dit, d'agir. Ils sont 400 000 en chômage et près de 500 000 qui terminent chaque année leur scolarité et qui aspirent à autre chose qu'un travail déqualifié. Laurence Graffin en a fait l'expérience auprès de jeunes un peu perdus de Champigny. Ces campeurs, ce sont de jeunes chômeurs. Depuis 2 jours, ils occupent la zone industrielle de Champigny. Ce qu'ils réclament, l'implantation d'industries dans leur commune. Élèves paumés, demi-chômeurs, débutants égarés sur de fausses pistes, ils expriment surtout un immense désarroi. Pascal, qu'est-ce que tu as choisi comme métier? Un mécanique auto, mais c'est comment? C'est pas quelque chose que je voulais faire. Là. Parce que là maintenant je suis en CET à Gabriel-Péry. Et le métier que je fais, ça ne convient pas, ajusteur. J'ai un CAP et je ne fais pas ce que je voudrais faire dans un atelier, quoi. Je travaille pour, par exemple, je balaye les copeaux, je range les feuilles de plaquage, je nettoie les appareils, enfin toutes ces choses-là, quoi.
sauf le métier de menuisier. Et pour l'instant, tu es en chômage. Ouais. Depuis 2 mois. Qu'est-ce qu'on te propose? On m'a proposé de la peinture, ça m'intéresse pas. Ce que je veux faire, c'est exercer mon métier, celui que j'ai appris, quoi. Alors le travail qui leur sera proposé, Monsieur Bellac, s'ils ne sont pas tellement qualifiés, est-ce qu'il durera plus de 6 mois? Bien sûr. Croyez-vous qu'un gouvernement digne de ce nom aborde le problème de l'emploi des jeunes avec des idées électorales? Bon, il y a une autre question que je voudrais vous poser qui est née de ce que disait ici M. Segui. Les syndicats faisaient reculer le gouvernement avec des grèves comme celle des éboueurs, des dockers et d'autres conflits. Ils obtiennent des augmentations de salaire qui dépassent les 6,5% prévus par M. Barre. Alors est-ce qu'il y a des accommodements avec le plan Barre et des choses qui vous échappent en raison de l'attitude combative des syndicats? La caractéristique de M. Segui, c'est de faire croire à partir de faits exacts des choses inexactes. Et prenons 2 exemples très concrets. À Paris, la caisse d'épargne et les éboueurs. La caisse d'épargne, c'était une grève pour essayer d'obtenir, avant qu'on sache si l'exercice serait bénéficiaire, une prime. Ce n'est pas raisonnable. Une grève très dure a eu lieu pour ça. Les choses sont simplement revenues dans la norme. En ce qui concerne les éboueurs, ce n'est pas parce que le gouvernement maintient un cap que pour autant il est insensible à ceux qui sont le plus défavorisés. Et vous savez bien que le 28 septembre dernier, j'ai écrit aux partenaires sociaux dans ce sens. Alors voyez-vous, rien de tout cela n'est contradictoire avec le plan. Ce que cherche M. Segui, c'est à faire sauter le plan Barre. C'est un peu comme quand il pousse à Électricité de France une grève qui éteindra les feux verts et les feux rouges. On arrive au désordre dans la rue, et bien là nous arriverons à l'asphyxie de l'économie. À ce propos, vous avez justement dit que vous ne toléreriez pas de nouvelles coupures à l'EDF. J'ai lu que vous estimiez que le gouvernement usera de tous les moyens légaux. Qu'est-ce que ça veut dire? 500, vous savez, il suffit pour Électricité de France que 500 personnes se mettent en grève pour qu'immédiatement la France entière soit arrêtée. Je pense que la liberté, le droit de grève a des limites dans la mesure où il y a la liberté du travail des autres. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous le verrez. Bon, dernière question, M. Bellac, vous vous plaignez souvent du coût croissant des allocations de chômage. 12 milliards à peu près pour la collectivité, c'est M. Barre qui le disait l'autre jour. Est-ce que vous allez modifier le système d'assurance chômage? Une partie de ces aides sont des aides publiques. L'autre partie, c'est le résultat d'un accord entre partenaires sociaux. Il faut donc que les partenaires sociaux acceptent de revoir leur système pour que les ouvriers, les salariés en général, lorsqu'ils sont au chômage, aient envie plus rapidement de reprendre le travail. C'est peut-être dans ce sens qu'un certain nombre de propositions qui ont d'ailleurs été faites pourraient aboutir. Mais concrètement, est-ce que ça veut dire que les indemnités de 90% pour licenciement économique peuvent être supprimées ou modifiées? Je pense que cela a été un grand progrès que de prévoir de telles indemnités pour ceux qui finalement étaient les victimes de l'évolution économique. Mais des choses peuvent être améliorées dans le dispositif et j'espère que les partenaires sociaux l'admettront. Améliorer, ça ne veut pas dire supprimer? Pas du tout. Je vous remercie. Est-ce que le ton et le climat dans la majorité changeraient? Voilà qui serait nouveau. Le paradoxe est aujourd'hui de surprendre ou d'être surpris quand un rendez-vous des hauts chefs de la majorité se déroule, comme aujourd'hui, dans une atmosphère jugée officiellement très cordiale et très positive. C'est le cas à propos du déjeuner-entretien Raymond Barre, Jacques Chirac à Matignon. Ils ont fait des progrès dans l'élaboration d'une stratégie de la majorité pour affronter dans l'unité les élections et pour les gagner. Alors que faut-il comprendre? Noël Copin. Peu de commentaires de part et d'autre, mais les quelques mots qui ont été prononcés respirent effectivement l'optimisme. On peut penser que la détente est amorcée. Au fond, la principale difficulté résidait jusqu'ici dans cette question: faut-il accorder la priorité au redressement économique ou faut-il accorder la priorité à l'action politique ou en d'autres termes à l'action électorale? Le RPR jusqu'ici reprochait à M. Barre d'être uniquement un gestionnaire. Le Premier ministre a répondu d'ailleurs avec une certaine vivacité sur ce sujet la nuit dernière au Sénat. Mais tout à l'heure, face à M. Chirac, il a souligné que si effectivement le redressement économique était sa mission principale, il accordait la plus grande importance à sa mission proprement politique. Échange de bons procédés, M. Chirac, lui, a rappelé qu'il soutenait et qu'il soutiendrait le programme économique du gouvernement. Ensemble, M. Chirac et M. Barre ont essayé de voir comment assurer l'union de la majorité tout en respectant la personnalité de chaque mouvement, une idée chère à M. Chirac. Il fut aussi question d'un pacte majoritaire. En fin d'après-midi, M. Barre était reçu par le président de la République sur les marches du perron. Il a évoqué en quelques mots son entretien avec M. Chirac.
Nous avons eu des entretiens très cordiaux et je crois très positifs. C'est vous le chef de la majorité maintenant? Mais pourquoi en doutiez-vous? Au Parti socialiste aussi, chacun semble vouloir faire un pas, peut-être tactique, vers l'union. Le comité directeur du PS se réunit demain, vous le savez, pour préparer le prochain congrès de Nantes, un important congrès. Le CRS, l'aile gauche un peu indisciplinée du parti, pourrait faire des propositions pour aplanir ces divergences de vues avec la majorité du PS. Monsieur Sarr. Je vous le dis clairement aujourd'hui, maintenant, la minorité recherchera dès demain un accord politique pour que l'unité du parti puisse se manifester avec vigueur. Mais est-ce qu'un accord est possible? Bien, écoutez, je crois qu'un accord est parfaitement possible, puisque sur des questions importantes, nous sommes d'accord, sur le fond notamment. Ce qui parfois fait que nous divergeons, c'est que sur les moyens à mettre en œuvre, eh bien, nous avons une façon d'apprécier qui est différente. Mais la situation est tout à fait exceptionnelle. C'est donc l'intérêt supérieur du parti que la majorité et la minorité se retrouvent pour approfondir l'union de la gauche, pour rassembler le Parti socialiste et voir comment concrètement, quand nous allons gagner ces prochaines élections législatives, parce que c'est une hypothèse probable, comment concrètement nous serons capables de faire passer le programme commun de gouvernement dans les faits, dans la réalité. Nous en reparlerons demain. Monsieur Jacques Chirac, qui parle ce soir à Sochaux, Montbéliard, veut célébrer officiellement dimanche prochain la victoire du 8 mai 1945. Officiellement et solennellement. Le maire de Paris ira lui-même dans l'après-midi ranimer la flamme à l'Arc de Triomphe. Il invite les Parisiens à s'associer à cet hommage. Et dans la soirée, M. Chirac offrira une grande réception à tous les anciens combattants de la capitale. Des gerbes seront déposées en son nom dans toutes les mairies d'arrondissement. Il suffit d'un livre, d'un film, pour nous renvoyer notre histoire ou des moments de notre histoire que nous aurions préféré ne pas vivre ou alors oublier. Mais le courage, c'est peut-être ça. Ne pas détourner le regard lorsque le passé le plus sombre se rappelle à notre souvenir. Aujourd'hui, la guerre d'Algérie. Un film événement sort cette semaine à Paris. Le scénario est inspiré du livre d'Henri Alleg, écrit en prison, La Question, et qui, publié en 1958, avait révélé les souffrances et les haines. Henri Alleg est aujourd'hui l'un des responsables du journal L'Humanité. Le réalisateur du film, Laurent Heinemann, avait 12 ans lorsque vous étiez emprisonné à Alger. C'était en 1957, Jean-François Kahn. Oui, tout a commencé le 12 juin 1957, il y a presque 20 ans donc. Ce jour-là, Henri Alleg, directeur du journal progressiste Alger Républicain et membre du Parti communiste algérien, est arrêté à Alger par des soldats de la 10e division parachutiste. Il est aussitôt emmené dans un centre à El Biar et là mis à la question, c'est-à-dire cruellement torturé. Et en outre, Alleg est témoin de ces vices qui sont systématiquement affligés à d'autres détenus et en particulier à Maurice Audin, un jeune mathématicien, lui aussi communiste et qui venait d'être arrêté. Je voudrais, Jean-François, que vous rappeliez un peu l'environnement politique de cette époque. Eh bien, à l'époque, il y avait eu un changement de gouvernement, c'est-à-dire que Guy Mollet venait de s'en aller et avait été remplacé, Guy Mollet socialiste, je vous rappelle, par Borges Monory. À l'intérieur, il y avait Gilbert Jules radical, il continuait à être à l'intérieur. François Mitterrand était à la justice, venait d'en partir et allait être remplacé par Cornilio Molinier. En revanche, à Alger, il y avait comme gouverneur général, vous savez, Lacoste, qui était socialiste résident. Maintenant, je vous propose un extrait du film de Laurent Heinemann, un ancien assistant de Bertrand Tavernier, pour cette œuvre inspirée fidèlement de La Question d'Henri Alleg. Maintenant, montrez-lui l'objet. Tu connais ça? T'en as déjà entendu parler, non? T'as même écrit des articles là-dessus, je me trompe? Ouais. Vous avez tort. Vous avez tort d'employer de pareille méthode. Vous verrez. Si vous avez de quoi m'inculper, transférez-moi à la justice. Vous avez 24 heures pour ça. Et vous n'avez pas à me tutoyer. Fais ton boulot. Bon, on t'écoute. Où est-ce que t'étais hébergé? Vous avez tort, je parlerai pas. Rien que pour la morale, tu vas avoir droit à une petite giclée. Détachez-le. Allez chercher l'autre.
crois que ce n'est pas inutile, justement, 21 ans après, de reparler de cette période. Non pas du tout pour attiser des haines ou faire ressurgir des souvenirs terribles, mais pour que la leçon de cette période ne soit pas oubliée et pour que de telles choses ne se reproduisent plus. D'autre part, je crois aussi que dire attendre 21 ans, ce n'est pas parce que le jeune réalisateur, personne n'a eu d'idée avant, mais il faut dire qu'on a jeté sur toute cette période un voile pudique, tellement pudique que vous savez bien qu'il est interdit encore de prononcer le nom des tortionnaires, qu'il y a même eu des journalistes qui ont été poursuivis parce qu'ils l'avaient fait, et que, d'autre part, on n'a toujours pas, aujourd'hui, la possibilité réelle d'expliquer ce qui s'est passé. Dans un article de l'Humanité, vous rappelez la responsabilité dans ces tortures d'un certain nombre de vos alliés d'aujourd'hui, c'est certains socialistes. Puisque vous considérez que ce n'est pas anti-unitaire de rappeler cela, puisque c'est vrai, n'est-ce pas? Dans ces conditions, est-ce que quand les socialistes rappellent certains faits du temps de Staline et vous les reprochent, est-ce que vous considérez également que ce n'est pas anti-unitaire, puisque c'est vrai aussi? Je crois que, en ce qui concerne le rappel du passé, surtout lorsque l'on veut créer quelque chose de solide pour l'avenir, il est nécessaire de voir la vérité et de la dire. Mais pourquoi la ressortir aujourd'hui? Parce que l'occasion est faite, n'est-ce pas, à l'occasion de ce film. On me pose une question sur le passé, je réponds sur le passé. Est-ce que ça veut dire qu'on vous doutez d'eux encore aujourd'hui? Il ne s'agit pas du tout de ça, il s'agit simplement de répéter et de dire exactement ce qui s'est passé afin de nouer des liens beaucoup plus solides pour l'avenir. Quand on veut construire un avenir solide, il n'est pas du tout inutile de revenir sur les fautes du passé. Je refuse qu'on fasse des amalgames qui sont peut-être plaisants pour l'esprit. La liberté est indivisible. Mais qui ne correspondent absolument pas aux réalités. Parce que, d'une part, nous avons un régime, des régimes socialistes, n'est-ce pas, qui ont comme objectif la création d'une vie plus libre, plus démocratique pour tous les hommes. Et lorsqu'il se produit des faits, comme vous les signalez, je les considère comme des séquelles de fautes anciennes, et je les considère aussi comme des excroissances tout à fait anormales, ce qui est le contraire en ce qui concerne les régimes colonialistes. Mais monsieur Alleg, il y en a beaucoup qui peuvent dire que ce qui s'est passé dans cette ère coloniale, c'était aussi la fin d'une époque. Et c'était des bavures dangereuses et dramatiques et douloureuses ô combien, mais de la fin d'une époque. C'est un argument qui se retourne. Non, pas du tout. C'était la fin d'une époque, mais contre le vœu des colonialistes. C'était la fin d'une époque que les colonialistes voulaient perpétuer. Et ce que je pense utile de dire, c'est que ce qu'on voit dans ce film de Laurent Henneman, ce qu'il a voulu montrer aussi, il ne s'agissait pas du tout d'une personnalité, d'un cas unique, mais cela a été le cas de centaines de milliers de gens, de dizaines de milliers de gens. Et dans une bavure qui coûte la vie à 1 million d'hommes, comme ça a été, de femmes, d'enfants, comme ça a été le cas en Algérie, vous conviendrez avec moi que c'est une singulière bavure. C'est vous qui avez dit éprouver, tout se sait toujours. Alors, monsieur Alleg, est-ce que vous croyez que dans 20 ans, des soviétiques pourront réaliser et publier chez eux un film sur le goulag? Écoutez, monsieur El-Kabash, je ne sais pas du tout ce qui se passera dans 20 ans et je ne sais pas si vous-même le savez. Non, je ne suis pas devin. Moi non plus. Alors vous auriez peut-être pu me poser une autre question, mais en tout cas, je vais essayer de vous répondre en vous disant que il y a eu en Union soviétique un congrès qui s'appelle le 20e congrès et qui a déjà parlé très longuement de ce qui s'était passé dans les goulags. Et par conséquent, on en a déjà parlé. Par contre, j'aurais bien voulu ne pas attendre... On ne va pas ouvrir un débat là-dessus parce que je pourrais vous demander qui en a parlé, où, quand, est-ce que les Russes le savent? Les Russes le savent. Mais on en a parlé, mais si vous permettez, j'aurais moi souhaité ne pas attendre 21 ans pour en parler à la télévision française. Et je constate
que si on en a parlé dans d'autres pays. En France, j'attends encore que ceux qui ont été les responsables de toute cette période, eh bien, je ne dis pas fassent leur 20e congrès, mais reconnaissent les responsabilités graves qui ont été les leurs. Vous voulez dire aussi une autocritique des socialistes? Je veux dire une autocritique de tous ceux qui ont réellement été responsables dans cette période. On peut même ajouter qu'il est très difficile aujourd'hui de revenir sur ces événements parce que les faits sont amnistiés. Moi, par exemple, pour avoir donné le nom du chef des tortionnaires, j'ai été condamné. En tout cas, je vous remercie, Henri Alleg, de ce témoignage courageux et important et qui, encore une fois, suscite tant de passion. Les aides à la création littéraire vont s'améliorer. Les écrivains seront encouragés à composer des scénarios pour le cinéma et la télévision. Ça concerne beaucoup de monde. Michel Dornano l'a dit ce matin en inaugurant le 9e Festival international du livre à Nice. Et nous, à Antenne 2, nous avons décidé d'encourager les écrivains. Nous lancerons, dès la fin de l'été, l'antenne d'argent, qui chaque semaine mentionnera sur le petit écran et chez les libraires le meilleur roman et le meilleur document. À la fin de l'année, c'est une antenne d'or qui récompensera les meilleurs livres de la sélection, suivant le choix d'un jury composé de journalistes et de vous, téléspectateurs. Demain, dans Samedi et demi, en direct de Nice, Jean-Claude Mangeot vous en dira peut-être plus long. Il recevra notamment au cours de cette émission Roberto Rossellini, Françoise Malé-Joris, François Nourricier, André Stille, Pierre Segers, Olivier Todd, François-Olivier Gisbert, qui apporteront leurs témoignages, leurs critiques et leurs espoirs. Et puis vous avez toujours ce soir en direct de Nice, Apostrophe. Le temps, après les brumes matinale, il fera généralement beau sur l'ensemble du pays. Les températures seront heureusement en hausse, avec toutefois quelques averses le long des côtes. Je vous souhaite un excellent week-end. Vous avez ce soir, après Apostrophe, les dernières nouvelles de Gérard Rolls et nous nous trouverons demain ensemble en direct de Londres pour le journal que nous réaliserons à l'occasion du sommet. Bonne soirée à tous et donc à demain.